les enfers, grouillant de ces corps tordus dont Dante avait parlé. À Pise, dans le marbre, sur la chaire de la cathédrale, un tumulte héroïque de muscles et de serpents annonçant de très loin Michel-Ange et Rodin. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Là, dur soupir, plainte et cri aigus résonnaient dans la nuit veuve d'étoiles, de quoi me prie maintenant à pleurer. À Pise encore, sur la fresque du Campo Santo, c'est décapité Saint-Denis du malheur, dont la tête coupée grimaçante tient lieu de sexe. Ô vengeance de Dieu, de quelle angoisse te doit craindre tout homme. J'aperçus maint troupeau d'âmes nues, toutes en pleurs, mous misérablement. Telles gisaient sur la terre enversées, telles se ramassaient à croupe-ton, telles allaient sans trêve randonnantes. Padoue, enfin, à l'intérieur de la chapelle de la Reine, sur la paroi de l'ouest. Face au tombeau du donateur, devant ses yeux, l'étonnante vision de Giotto. On entre, on la voit mal, on n'y prête guère attention, et pourtant, la part maudite. Chute encore, écroulement, pétrification. Et le sexe partout, le sexe dévoré, l'homme émasculé, la femme écorchée, châtiment raffiné de la chair trop chérie, et sous le prétexte d'en décrire les tourments, les premiers nus sensuels de la peinture européenne. Au terme de notre traversée de l'art médiéval, durant 4 siècles, depuis l'an 1000, depuis les apocalypses de Catalogne et la tapisserie de Bayeux, depuis le tympan de Conques et les enchevêtrements du pilier de Souillac, passé l'intermède théologique du XIIIe siècle, la lumière, la paix, le sourire du gothique, le Moyen-Âge prend fin sur ses accents tragiques et par le lancinant rappel du mal, de la douleur corporelle infligée ici-bas par les méchants et qui leur sera en retour dans l'autre monde infligée. Grincement des dents des plus puissants, des plus glorieux potentats du monde. Quand prend-il fin, le Moyen-Âge ? Question vaine, en tout cas insoluble. Tout dans l'histoire est flot continu, il n'y a jamais de rupture brusque. Et pourtant, nous devons nous arrêter. Arrêtons-nous
à la génération de 1420-1440. À ce moment-là, Paris n'est plus ce qu'il avait été au temps du duc Jean de Berry le Magnifique, c'est-à-dire le point central, le lieu de toutes les innovations, de toutes les recherches, et le lieu d'où partaient toutes les modes de pensée, les modes de prier, les modes de se divertir. Et ceci pour un accident politique, parce que la monarchie française a fléchi dans la guerre de Cent Ans et que le roi a choisi de quitter Paris tourmenté par l'émeute pour aller établir sa cour pendant un siècle sur les bords de la Loire. Et Avignon ne survit pas non plus longtemps aux ébranlements du grand schisme. Et maintenant, le vif de la création artistique se rassemble dans les provinces les plus prospères, les plus fastueuses de l'Europe, c'est-à-dire d'une part au nord, dans cette principauté autonome que construisent les cousins du roi de France autour du duché de Bourgogne et du comté de Flandre, et au sud, dans la République de Florence, qui glisse insensiblement, sans y prendre garde, sous une tyrannie feutrée, celle des Médicis. Et vers ces deux pôles, lieu des plus fructueux commerces, pour la gloire de ces puissances d'argent, les meilleurs artistes, maintenant, affluent. De même que 100 ans plus tôt, Nicolas Pisano avait devancé Giotto, en Bourgogne, en Toscane, les positions d'avant-garde furent d'abord tenues par les sculpteurs. Par Klaus Sluter, montrant dans les effigies de prophètes qu'il dressa à Dijon entre 1395 et 1406 sur le socle d'un calvaire monumental, la vigueur des hommes sages, des anciens, des seigneuresses, dans la plénitude de leur autorité. Et par Donatello, dont le Saint-Georges à Florence, dans l'église d'Or San Michele, incarne en 1416 les valeurs de la jeunesse et de la chevalerie, mais délivré enfin de l'inquiétude, de la mauvaise conscience et des mièvreries de la courtoisie. Toutefois, toutes ces recherches plastiques aboutirent finalement à la peinture, celle de Van Eyck, celle de Masaccio. Deux versants de la culture, deux tendances divergentes. Van Eyck poursuit dans la voie gothique. Son œuvre prolonge celle des artistes domestiques du duc de Berry. Il parvient, mieux que ne l'avaient fait ceux-ci, à réunir l'infinie diversité des apparences sensibles dans un univers dont la lumière des théologiens mystiques fait la cohérence. Par le jeu des ombres enveloppantes, par les irisations de l'atmosphère, la multitude des sensations fugaces se rassemble dans la vérité du regard. Alors que Masaccio, pour traduire un christianisme stoïque, un christianisme d'austérité, d'équilibre, de maîtrise de soi, revient à la majesté giottesque. Comme Donatello, il entend figurer cette virtu dont les humanistes ont retrouvé le sens en lisant les classiques latins. À l'opposé de la vision de Van Eyck, le réel qu'il cherche à peindre est celui de l'abstraction, chose mentale, un monde logique, construit par la raison qui est aussi mesure et calcul. Pourtant, l'art de Van Eyck et l'art de Masaccio confluent vers un sens commun de la grandeur de l'homme nouveau, Adam et Ève. À ce moment de l'histoire des arts, la véritable nouveauté se trouve cependant ailleurs. Tous les artistes jusque-là avaient été des domestiques ou des tâcherons, dépendant d'un maître ou d'un client qui leur imposait ses goûts. Jean Van Eyck travaillait lui aussi sur commande. Il avait exécuté des portraits de chanoines, des portraits des magnats de la finance qui dirigeaient à Bruges
les filiales des grandes firmes florentines, un jour, il décida de peindre le visage de sa femme, dans sa simple vérité. Cette effigie n'avait de prix que pour lui-même. Ce jour-là, l'artiste de cour accédait à l'indépendance. Il avait conquis le droit de créer librement pour son plaisir. Tandis que, dans Florence, Masaccio plaçait son propre visage parmi ceux des apôtres du tribut, un visage d'homme, visage aussi de la liberté de l'artiste.